Ce soir, sans surprise, eh bien, on connaîtra le nom du premier secrétaire du Parti Socialiste. Ça sera Olivier Faure, puisqu'il a été élu très largement il y a quelques semaines. Et puis, on va parler aussi eh bien, de terrorisme et de lutte contre l'islamisme. C'est avec Patrick Kanner que nous sommes ce matin, qui est le président du groupe socialiste au Sénat. Patrick Kanner, bonjour. Bonjour. Alors, hier, il y a eu une marche blanche à laquelle je crois vous participiez. En fait, on a beaucoup parlé de deux personnes, plus que de lutte contre l'antisémitisme, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'était une erreur de la part du président du CRIF de les bannir de ce défilé? En tout cas, on a parlé aussi, et heureusement, de lutte contre l'antisémitisme et de l'image que nous voulons donner de notre pays, à savoir un pays uni, rassemblé, et qui considère que ces communautés, quelles qu'elles soient, et notamment les religieuses... Ce pays, d'ailleurs. C'est un pays qui, aujourd'hui, peut douter de lui-même. En tout cas, la communauté juive, que j'ai rencontrée hier, la communauté juive de France, voilà, j'insiste là-dessus, c'est pas, ce qui s'est passé avec Mme Knoll n'est pas propre à la communauté juive. Quand on s'attaque à la communauté juive, c'est toute la France qui, aujourd'hui, doit se sentir menacée. Il faut être vigilant, Notre pays n'a jamais basculé depuis les attentats de 2015, et c'est tant mieux, mais il peut y avoir des fractures territoriales. C'était une erreur de la part de M. Khalifa? Alors, je reviens à votre question. Oui. C'est une erreur. C'est d'autant plus une erreur que Mélenchon et Le Pen se sont engouffrés dans cette première provocation pour répondre par une autre provocation. Quand j'étais moi à 10 mètres des incidents autour de Jean-Luc Mélenchon et des députés de la France Insoumise, voilà, vouloir être derrière la banderole de début de cortège, c'est sûr qu'il allait s'attirer les foudres d'une partie de la jeunesse, qui d'ailleurs a été aussi violente. Le Front National est un parti antisémite? En tout cas, il ne le dit pas tel quel, mais toute son histoire, et toute l'histoire de l'extrême droite en général, et sauf faire de ma part, le Front National est un parti de l'extrême droite, est marqué par des... Marine Le Pen dit qu'elle n'est pas antisémite. Je la renvoie à ses déclarations. Je veux bien la croire sincère. Mais son entourage a pu avoir des débordements. Et vous voyez à qui je peux faire allusion. L'antisémitisme fait partie historiquement de l'extrême droite. L'extrême gauche, la France Insoumise. Alors là, on parle plutôt d'antisionisme. Oui, et parfois la frontière est ténue entre antisionisme et antisémitisme. Moi, je suis lillois, vous le savez, et j'ai vu récemment à l'université de Lille, dans cette université qui prône la tolérance, les valeurs de la République, j'ai vu une action portée par des étudiants juifs voulant valoriser le caractère culturel d'Israël de manière très pacifique, etc., lors d'une manifestation. Les militants de BDS, boycott, donc sont venus très pro-palestiniens et ont empêcher la tenue de cette manifestation pacifique avec des propos qui étaient profondément limites, si vous me permettez l'expression. Donc il y a des débordements aussi à gauche, il faut être vigilant. Je ne dis pas que M. Mélenchon est antisémite. Non, j'ai pas dit ça. Je le connais depuis trop longtemps et je connais ses valeurs humanistes pour ne pas lui faire cette injure. Par contre, le discours antisioniste peut parfois déborder sur d'autres choses. Le visage de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est lequel? En France? Oui. Il est manifeste que pour certains jeunes qui n'ont plus de repères, qui sont radicalisés, tuer un juif, ça a été le cas. Ça renvoie donc à l'islamisme? Ça renvoie à un islamisme qui considère que le juif est l'ennemi de la religion de l'islam. Ce qu'il faut combattre absolument, ça se combat par la culture, ça se combat par l'éducation, par la compréhension entre les religions, et je peux vous dire qu'il y a une majorité, moi je côtoie des musulmans qui vont à la synagogue, des juifs qui vont aux manifestations. Si, ça existe, ça existe. Oui. Pour les grandes fêtes juives, par exemple. Bientôt, c'est la Pâque catholique, la Pâque chrétienne et la Pâque juive vont tomber presque en même temps cette année. Eh bien, il y aura des échanges. Faisons confiance, j'ai envie de dire, à l'empathie. Et développons un prosélytisme de l'empathie, de l'altérité, et pas celui de la haine. On est armé contre, justement, l'islamisme terroriste. Est-ce qu'on est suffisamment armé? Il y a un débat qui s'est installé, parfois un peu virulent, entretenu par
certains. Oui. On a le droit de débattre quand même de la façon dont la France... Il faut débattre, monsieur Traillard, mais avec un minimum de raison. Il y a des voix qui vous ont gêné dans le débat? Moi, je considère que les déclarations de M. Wauquiez ne vont pas dans le bon sens. Excessif. Et ce n'est pas en faisant la course à l'échalote aux idées de l'extrême droite qu'on fera avancer ce dossier qui est extrêmement complexe. J'ai été membre du gouvernement pendant 3 ans, ministre des Sports. J'ai porté l'Euro 2016 et je sais ce que ça veut dire que d'organiser un grand événement alors que nous étions en plein de difficultés sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Donc moi, je reprenais les chiffres, je vous les donne, mais vous les connaissez. 78 projets d'attentats depuis 2013, 11 ont abouti, malheureusement, 17 ont échoué pendant l'événement et 50 ont été déjoués. Ce qui veut dire que nous avons un appareillage qui permet aujourd'hui, non pas d'avoir un risque zéro, enfin ceux qui prétendent un risque zéro sont irresponsables, vraiment irresponsables. Et je trouve que M. Wauquiez, qui, sauf de ma part, a été membre d'un gouvernement qui a réduit de 10 000 fonctionnaires de police, il devrait être un peu plus encouragé à l'humilité ou à prendre de la hauteur. D'ailleurs, c'est ce que semble-t-il. Il ne faut pas créer de nouvelles infractions, de nouveaux... Non. Je vous donne un exemple concret. J'ai vu la proposition de M. Wauquiez, de dire créons un délit d'incitation à la haine de la République. Oui. Très bien. Tout existe aujourd'hui. Stéphane Poussier, candidat de la France Insoumise, précisément. vient d'être condamné en 5 jours. 5 jours à 1 an de prison avec sursis pour des propos injurieux à l'occasion de... Oui, injurieux et prônant finalement l'apologie du terrorisme. Donc la justice française est capable aujourd'hui de le faire. Donc attention à la surenchère, c'est un mot qui revient très souvent en ce moment, et surtout attention à des propos qui laisseraient penser que la France aujourd'hui est incapable de gérer ces questions. D'accord. Alors on passe j'allais dire du coq à l'âne, c'est pas l'expression opportune. Je vous vois venir. C'est pas l'expression opportune, le Parti Socialiste. Alors le Parti Socialiste, comme je le disais en introduction, ce soir connaîtra le nom, le connaît déjà, mais ça va être validé. Donc Olivier Faure, on doit voter aujourd'hui dans les sections, les fédérations socialistes. À votre avis, ça va être validé par beaucoup de militants? Je le souhaite. Moi j'ai soutenu Stéphane Le Foll. Combien de votants au premier tour? 37 500. Et il devrait y en avoir autant là? Plus? Il y a plusieurs élections. Il y a l'élection du premier secrétaire national, mais les élections des premiers fédéraux, comme on dit dans notre jargon, les secrétaires de section. Donc j'espère qu'il y en aura autant. D'ailleurs, je tiens à vous remarquer que pour voter au PS, à différence d'autres partis, je pense notamment à République En Marche, il faut payer sa cotisation. Il faut être un jour de sa cotisation de l'année. Donc ça montre quand même que le PS a encore aujourd'hui des ressources. Donc Olivier va être élu. Olivier Faure n'était pas votre candidat, votre champion, je dirais. Stéphane Le Foll. C'était votre champion, il a été battu, Olivier Faure. Il a appelé à voter Olivier Faure. C'est le bon cheval? Nous verrons le cheval en exercice, si vous me permettez l'expression. C'est d'ailleurs votre homologue à l'Assemblée nationale, c'est lui qui préside le groupe. Il ne le sera plus, parce que je pense qu'une fois élu, il décidera de passer le flambeau à quelqu'un au sein du groupe à l'Assemblée nationale. Il a la carrure pour tenir le parti? Il le faut. Et le relancer surtout? Il le faut. Vous savez, le parti est une machine à produire des idées. Il en produit plus tellement, non? Au stade où nous en sommes, j'aimerais retrouver le parti dans lequel j'ai adhéré. Quelle année? 75, pas hier. Un parti innovant, imaginatif, audacieux. Il n'est plus tout ça? Non. Voilà, l'exercice du pouvoir a usé notre capacité à produire des idées. Bonne question. Les socialistes sont faits pour exercer le pouvoir? Bien sûr. Et dites-moi d'ailleurs si ce quinquennat était l'échec qu'on nous a dit. Écoutez, c'était un échec. C'était un échec pour François Hollande personnel, puisqu'il ne s'est pas représenté. C'est son échec personnel? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit un échec qui a fait que François Hollande n'a pas pu se représenter. À partir de là, vous verrez que la réhabilitation commencera. Moi, je suis très heureux de savoir qu'on est parti de 5,1% de déficit public en 2012 pour arriver à 2,6. 2,6. Et ça peut compter. Peut-être avec quelques dixièmes pour Emmanuel Macron, mais surtout beaucoup de dixièmes pour François Hollande. Il faut changer de nom. Je ne suis pas opposé. Le groupe à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, s'appelle Nouvelle Gauche. Oui, c'est pas votre cas au Sénat. Non, et on a voulu garder le mot socialiste. En tout cas, si on doit changer de nom, je souhaite que le mot de socialisme, qui n'est pas une injure, qui n'est pas une grossièreté, puisse être conservé d'une manière ou d'une autre. C'est notre trait d'identité. C'est quelque chose qui se fera démocratiquement au sein du parti, si jamais c'est à l'ordre du jour? Quand je vois ce qui se passe dans d'autres partis, je peux vous dire que je suis très heureux d'être dans un parti qui débat. Nous avons eu 4 candidats qui étaient sur des lignes différentes,
pour une partie d'entre eux, même si la ligne Faure et la ligne Le Foll étaient très proches. Ce qui montre que la ligne centrale l'a emporté dans ce parti. Donc Olivier Faure va devenir ce soir notre premier secrétaire. Il va succéder à de très grands noms. François Mitterrand. François Mitterrand, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Michel Rocard, Martine Aubry. Toute l'histoire du PS contemporain, quoi. Il a une mission majeure. Ouais. Faire que ce parti, qui est un parti de gouvernement social-démocrate assumé, puisse être une alternative crédible à ce qui est en train de se passer. Monsieur Faure est naturellement celui qui pourrait être le candidat du PS à la présidentielle? Non. Ça, si vous m'interrogez aujourd'hui, je ne sais pas qui dans nos rangs aujourd'hui est capable. Et d'ailleurs, est-ce vraiment l'enjeu? Vous savez, le sujet, c'est avoir un score honorable aux européennes et surtout... Vous serez partant aux européennes? Enfin, il y aura une liste aux européennes? Vous en doutez? Non, je vous pose la question. Bien sûr qu'il y aura une liste. Et j'espère qu'elle ira... Sur quelle base? Alors, sur quelle base? Parce que le Parti Socialiste est traversé, comme tous les autres partis d'ailleurs, sur l'Europe, par des socialistes qui sont plutôt chevènementistes, on va dire, c'est-à-dire assez dubitatifs, il y en a de moins en moins, et puis d'autres qui sont plus fédéralistes, plus... Mais sur quelle base vous allez reconstruire ce parti? Est-ce que c'est toujours... Le thème fondateur du socialisme, c'est la redistribution, quand même. C'est la redistribution, mais la redistribution en prenant en compte la dimension écologique aujourd'hui, qui doit être la nôtre. Absolument. L'idée on crée de la richesse et on redistribue, il faut qu'il y ait une étape intermédiaire. Ça reste valable avec cette dimension. On peut produire de la richesse de manière écologique. Et que donc respectueuse de l'environnement en tant que tel, premièrement. La lutte contre les inégalités doit rester un combat majeur. Et aujourd'hui, le gouvernement accentue les inégalités entre les petits et ceux qui ont beaucoup de moyens. C'est un gouvernement peut-être sans difficultés financières, des SDF, comme je dis parfois en plaisantant. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui avaient beaucoup de moyens en début de quinquennat en ont encore plus. 9 mois après. C'est aussi un parti qui doit porter l'idée de la décentralisation. Alors justement, l'ancien premier secrétaire du PS, M. Cambadélis, a sorti un petit livre là-dessus en disant que l'avenir du PS peut-être passe justement par les territoires, par le girondisme. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement. C'est-à-dire que nous sommes des décentralisateurs. Moi qui suis un enfant sur le plan politique de Pierre Mauroy, j'adhère à cela. Pourquoi vous n'installez pas le siège du PS en province alors, puisque vous avez vendu Solferino? Écoutez, malheureusement, on a encore beaucoup de traditions jacobines. Vous souhaitez qu'il soit où ce siège? Je souhaite qu'il soit à Paris. Dans la banlieue ou dans Paris? Non, à Paris. Arrêtons aussi de faire du populisme. Je pense qu'il faut qu'il soit à Paris, dans un lieu accessible. Mais surtout qu'il y ait beaucoup de militants. Vous savez, les murs, c'est rien. Ce qui importe, c'est le contenu. L'écrin est une chose. Il faut qu'il soit intéressant. Mais c'est le bijou qui compte. Donc il faut aller chercher les militants pour qu'il y en ait plus qu'aujourd'hui. Et chercher aussi ceux qui ont pu croire qu'avec Emmanuel Macron, il y avait une opportunité. Pensez que vous pouvez aller les récupérer, ceux-là, ceux qui sont partis? Il y a beaucoup de déçus. Beaucoup de déçus, y compris dans les grands élus de chez Emmanuel Macron. L'histoire nous le dira. Non, sûrement pas. Mais j'ai des contacts. Des contacts. Et on sent bien, y compris chez les parlementaires, vous savez, sur un dossier comme l'asile et l'immigration, je sens bien ça va être une fracture, là, à l'intérieur de la République En Marche. Je ne parle pas de fracture ou de front, vous voyez ce que je veux dire, mais d'interrogation et de retour à des valeurs vraiment de gauche, je l'espère. On est avec Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, dans les studios du Figaro, et c'est Jean-Baptiste Sémergent qui nous rejoint pour poser vos questions, chers internautes. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Une première question de Jean-Marie. Le PS a un problème de crédibilité, affirme-t-il. Il ajoute que la loi travail ne passe pas. Que répondez-vous? Attendez, la loi travail, laquelle? La loi travail, El Khomri, bien sûr. Oui, enfin depuis, il y a eu des ordonnances. Oui, mais les manifestations, tout ça a été soutenu par le Parti Socialiste. Bon, il est clair que, tout à l'heure, je parlais de difficultés du quinquennat précédent. La manière dont la loi travail, El Khomri, modèle El Khomri, a été mise en œuvre. D'ailleurs, elle aurait pu être mise en œuvre par Emmanuel Macron s'il était resté ministre. Mais on ne refait pas d'histoire. Cette loi n'a pas été, permettez-moi l'expression, présentée avec tous ces aspects positifs comme il aurait fallu. Elle n'était pas prévue déjà. Elle n'était pas prévue. Enfin, si, la loi Macron 2, c'était un peu cela. Mais par exemple, l'idée d'un compte personnel d'activité, de tout ce qui touche à la sécurité, entre guillemets, sociale, professionnelle, ce sont des formidables idées, d'ailleurs, qui ne sont pas remises en cause par l'actuel gouvernement. Donc,
aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais comparez les choses entre les ordonnances de la loi travail, modèle Macron, et ce que nous avons fait, vous verrez quand même que cette loi avait des aspects positifs. À ce propos, ok, vous allez voter la réforme de la SNCF ? À ce stade, nous ne connaissons pas le contenu détaillé. Attendez, vous savez qu'ils remettent en cause le statut des nous, cheminots pour les futurs. Nous assumons notre décision qui était de dire ouverture à la concurrence après le fret du transport des voyageurs. Et ce que nous voulons simplement, c'est que la notion de service public permettant cela dans de bonnes conditions puisse être validée. Et pour l'instant, j'ai le sentiment que c'est la voie libérale qui est en train de l'emporter dans la proposition qui nous est faite. Vous pourriez voter contre alors ? Je pense que nous pourrions voter contre. Regardez les débats au Sénat aujourd'hui sur ce qu'on appelle une proposition de loi dite Moret. Oui, M. Moret qui était à votre place hier. Exactement. Et je pense que le groupe socialiste devrait marquer sa différence. Vous n'êtes pas d'accord justement avec la proposition de loi, M. Moret, Exactement. qui est Union centriste, lui. Voilà, nous aurons des amendements. Nous verrons bien ce que ça donnera. Ok. On reste sur le Sénat, justement. Pontivy trouve que votre proposition de création d'un groupe de solidarité avec les Kurdes est une bonne idée, mais il trouve que c'est un peu tardif. Alors, il faut expliquer. Le sentiment qui domine, c'est que les Kurdes sont abandonnés par les Occidentaux au milieu des islamistes et surtout du régime de Bachar el-Assad. Oui, vous savez, je crois que c'est un problème d'honneur. Peut-être que nous sommes en retard par rapport aux événements, mais il vaut mieux commencer que ne jamais être au rendez-vous. Il est créé, ce groupe ? Non, alors voilà, moi j'ai sollicité le président Larcher, à l'instar de ce qui s'est fait, et à juste titre pour les chrétiens d'Orient, d'avoir un comité de liaison, de suivi, de vigilance sur la situation des Kurdes, qui sont aujourd'hui l'objet d'une forme... le mot du génocide est bien sûr trop fort. D'oppression. Mais d'oppression, de massacre quand même, organisé. Et si un jour M. Erdogan doit savoir qu'il y aura de la résistance et que nous défendrons ce peuple qui a été notre allié contre Daesh. Si un jour ce peuple demande un État, il faut lui accorder ? Ce groupe de liaison n'est pas là pour traiter les questions internationales. Il est là pour protéger les populations, les femmes, les enfants, les vieillards, qui aujourd'hui sont sous... Mais un État kurde, ça ne serait pas une source de conflit supplémentaire ? Un État kurde, c'est évident que nous ne sommes pas prêts internationalement pour le créer, mais au moins de préserver la culture kurde qui ne peut pas être considérée comme quelque chose à évacuer pour des raisons politiques. M. Erdogan, qui se veut européen, qui veut un jour intégrer l'Union européenne, je pense ne prend pas le bon chemin aujourd'hui. Vous êtes contre l'entrée de la Turquie en Europe ? En tout cas, dans les conditions actuelles, je ne vois pas comment elle est possible. D'accord. On reste sur le Sénat. Angel vous demande s'il n'y a seulement des hommes au groupe socialiste au Sénat, dont vous êtes le président. Vous êtes le président du groupe. Non, il n'y a pas que des hommes. Il n'y a pas que des hommes. Il y a l'ancien ministre qui parle. Angel répondait à un tweet que vous aviez fait où il y avait une image avec seulement des hommes. Et donc elle répondait est-ce qu'il y a seulement que des hommes ? Monsieur Rossignol, Madame Rossignol. Bien sûr. Il y en a 29 à peu près. Mon exécutif du groupe est paritaire, je le précise, mais il n'y a pas assez de femmes au Sénat, pour des raisons d'ailleurs liées... Tout groupe confondu. Tout groupe confondu, mais liées au mode de scrutin. À savoir que c'est soit un scrutin majoritaire, et c'est souvent les hommes qui sont à manœuvre, ou un scrutin proportionnel, mais qui permet la multiplication des petites listes, qui sont souvent pilotées par des hommes en place numéro 1. Voilà, donc je le regrette. Vous dites qu'au groupe socialiste, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes ? Dans mon exécutif, oui, dans l'exécutif de gestion du groupe, mais pas au groupe. Pas dans la totalité. On est à grosso modo à 2 tiers, 1 tiers. Exactement. Pour Sadia, l'obligation scolaire dès 3 ans, c'est une mesurette. Elle trouve que c'est une mesurette qui sert juste à flatter le gouvernement. Selon elle, il faudrait mieux agir sur les familles défavorisées avec plus d'argent vers elles. La scolarisation des enfants de 3 ans, c'est 97,6% de la classe d'âge concernée. C'est pour ça que c'est une mesurette. Voilà, donc ce qui est important, c'est... allons-y. Vous êtes félicité quand même de ce sujet. Non, mais je suis favorable. À Lille, on dit scolariser dès 3 ans ? Oui, bien sûr, mais comme partout en France. Je répète, 97,6% des enfants de 3 ans sont scolarisés. La question qui est posée, c'est si on va à 100%, il faudra créer peut-être 1 millier de postes, mais ça je pense qu'on est capable de le faire dans l'éducation nationale, mais il faut aussi que les collectivités locales aient la place, les moyens pour pouvoir l'assumer, y compris en termes de cantine, etc. Donc la mesure est une bonne mesure. Simplement, ce n'est pas une décision du président, comme ça a été présenté. Ça doit passer par la loi. J'aimerais bien qu'on respecte de temps en temps le Parlement. Voilà, il faut respecter le Parlement. C'est Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, qui nous le dit, et qui va avoir un nouveau premier secrétaire au Parti socialiste qui s'appellera Olivier Faure. Merci Patrick Kanner de vous être prêté à l'exercice. Merci Jean-Baptiste Sémergent de vous être fait le médiateur des internautes, et à demain pour de nouvelles aventures.